Sous le volcan de Songandi, l'annonce frappe comme un coup péré. Près de 500 millions de carats font rêver d'un budget national multiplié par 10 en 5 ans, mais réveillent aussitôt la vieille peur de la malédiction des ressources quand l'abondance arrive plus vite que les garde-fous. Et si, au milieu des pressions étrangères et des rivalités internes, Ibrahim Traoré choisissait le mauvais tempo? Qu'est-ce qui bascule dans votre quotidien? Léon, mes premiers rapports avertissent que la biodiversité locale pourrait perdre jusqu'à 40% si l'exploitation s'emballe sur un territoire déjà fragile et convoité. L'enjeu de Songandi ne se résume pas à une découverte spectaculaire ni à un chiffre impressionnant répété dans les médias. Il concerne directement sécurité, revenus et stabilité quotidienne, parce que chaque choix autour du gisement influence la capacité de l'État à protéger l'intérêt collectif tout en répondant à des attentes sociales qui montent rapidement. D'un côté, la promesse minérale laisse entrevoir des écoles mieux financées, des infrastructures attendues depuis depuis longtemps et une marge budgétaire inédite. De l'autre, elle expose le pays à des coûts invisibles, sociaux, environnementaux et diplomatiques, souvent sous-estimés dans les phases d'enthousiasme initial. Songandi agit ainsi comme un test grandeur nature. Il révèle si les institutions peuvent passer d'absorber une abondance soudaine sans se sans qu'on est déséquilibré, de créer et si la souveraineté restait effective face à l'intensification des pressions extérieures. Ce n'est pas seulement une question de vitesse ou de volume, mais de méthode, de transparence et de confiance collective. Comprendre ces enjeux dès maintenant permet de mesurer ce qui se joue réellement derrière l'annonce. D'emblée, un chiffre change la nature du débat. Les premières analyses satellitaires indiquent qu'environ 500 millions de carats reposeraient sous le volcan Sangandi, un volume qui projette instantanément le Burkina Faso dans une autre catégorie d'attente nationale et internationale. Ce signal, validé par plusieurs institutions scientifiques, transforme une hypothèse géologique et en certitude stratégique et explique pourquoi l'annonce ne peut être traitée comme une découverte ordinaire. Avant cette confirmation, le pays évoluait dans un cadre économique dominé par la rareté et la prudence budgétaire. Les marges de manœuvre restaient limitées et chaque décision publique devait composer avec des ressources contraintes. Après Songandi, l'horizon se dilate brutalement. Les ingénieurs locaux, confrontés à des interférences inhabituelles, comprennent progressivement, avec l'appui d'équipes étrangères, qu'il ne s'agit pas d'une anomalie technique mais d'une formation diamantifère exceptionnelle. Cette bascule technique précède de peu une bascule politique. En quelques jours, des notes diplomatiques circulent, des demandes de briefing affluent et le Burkina Faso, longtemps périphérique dans les discussions minières mondiales, devient un point focal du Sahel. Ce changement de statut n'intervient pas dans le vide. Il s'inscrit dans un pays déjà traversé par des fragilités structurelles, pauvreté persistante, tensions politiques à fort et vulnérabilité institutionnelle. L'abondance potentielle agit alors comme un amplificateur, capable d'accélérer une trajectoire de transformation, mais aussi d'exacerber rivalités internes et appétits extérieurs. C'est dans ce contexte précis que Ibrahim Traoré entre en scène. Sa décision de temporiser, en mettant en place une commission nationale chargée d'évaluer les implications économiques, sociales et environnementales, marque une rupture avec des réponses plus impulsives observées ailleurs. Plutôt que de laisser la découverte dicter le rythme, il cherche
à reprendre le contrôle du tempo politique. Le mini-révélateur de Songandi n'est donc pas seulement le volume annoncé, mais le décalage brutal entre un avant contraint et un après encore incertain. Dans la séquence qui suit la révélation de Songandi, un rôle discret mais décisif se met en place, celui des relais entre la décision nationale et ses effets concrets. Il ne s'agit ni des multinationales ni des chancelleries, mais d'acteurs intermédiaires chargés de traduire une orientation politique en réalité locale compréhensible. Dans un pays où les périphéries ont longtemps été éloignées des centres de décision, cette fonction devient immédiatement stratégique. Autour du volcan, les premiers changements sont visibles. Des représentants administratifs et des médiateurs communautaires sont déployés pour expliquer les mesures de sécurisation du périmètre et les règles temporaires imposées. Leur présence inhabituelle dans ces zones marginalisées produit un effet rapide. Des tentatives de creusage informel ralentissent, les rumeurs se heurtent à des informations officielles et l'excitation initiale laisse place à une attente plus structurée. Un habitant évoque une sensation nouvelle, celle d'être informé en amont, plutôt que confronté à des décisions imposées. À l'échelle nationale, l'impact se manifeste différemment. L'annonce de futures publications de contrats et l'ouverture annoncée à la société civile enclenchent un regain de confiance prudent. Cette confiance reste fragile, mais elle suffit à contenir, dans un premier temps, l'émergence de fractures politiques immédiates. La souveraineté cesse alors d'être un concept abstrait. Elle prend la forme d'un cadre protecteur perçu comme capable de ralentir les dérives souvent associées aux ressources soudaines. Ces effets précoces constituent des signaux faibles mais révélateurs. Ils montrent que la trajectoire ne se joue pas uniquement dans les chiffres, mais dans la capacité à créer des points d'ancrage humain. C'est là que la promesse commence ou échoue à devenir stabilité. Avant Songandi, le Burkina Faso avançait sous le régime de la contrainte permanente. Après la confirmation du gisement, le pays entre brutalement dans une phase d'accélération où les événements s'enchaînent plus vite que les institutions ne l'avaient anticipé. Ce passage de l'avant à l'après constitue le cœur de la séquence Sangandi. Tout commence dans les cercles techniques. Lorsque les géologues présentent leurs conclusions à la Commission nationale, ils confirment que les signaux détectés sous le volcan ne relèvent plus d'une anomalie instrumentale. Il s'agit d'un gisement diamantifère d'ampleur exceptionnelle. Cette validation scientifique agit comme un déclencheur immédiat. En quelques heures, la question cesse d'être technique pour devenir politique. Les priorités changent. La sécurisation du périmètre est ordonnée et toute activité informelle est suspendue. Malgré des évaluations croisées sont exigées entre experts locaux et équipes internationales afin de réduire toute contestation ultérieure. Puis, la tension monte. Les informations circulent d'abord de manière contrôlée, puis débordent rapidement le cadre national. Des mémos diplomatiques affluent vers Ouagadougou. Des ambassades demandent des briefings urgents. Des analystes régionaux
évoque déjà un possible point de bascule pour sur l'équilibre du Sahel. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme périphérique dans les grands flux miniers mondiaux, devient soudain un dossier très stratégique suivi de près. Le moment le plus sensible arrive lorsque les images satellitaires sont diffusées plus largement auprès des institutions scientifiques et économiques. Les comparaisons avec des zones historiquement dominantes du marché mondial du diamant se multiplient. Cette exposition déclenche une onde de choc politique. Des multinationales formulent leurs premières offres de coopération. Certaines puissances étrangères cherchent à obtenir des entretiens discrets avec des conseillers proches du pouvoir. Des groupes d'intérêt tentent d'influencer le cadre juridique avant même qu'il ne soit stabilisé. Dans le même temps, les médias internationaux saturent l'espace public de récits opposés, oscillant entre promesses d'Eldorado et scénarios de déstabilisation. C'est à ce moment précis qu'Ibrahim Traoré impose une ligne de rupture. Plutôt que de céder à la pression de négociations rapides, il maintient un refus clair des accords précipités. La priorité affichée reste la souveraineté sur les ressources et la maîtrise du calendrier décisionnel. Cette posture, perçue comme un frein par certains partenaires, devient un marqueur politique fort à l'intérieur du pays. Dans la foulée, les premières répliques internes apparaissent, la population réclame des explications, les partis d'opposition interrogeant la stratégie adoptée. Les organisations de la société civile exigent des garanties contre la corruption, les expropriations et les arrangements opaques. Le débat public se structure autour d'une question centrale: comment transformer une richesse soudaine sans reproduire les échecs observés ailleurs? Et quand bien même, au fil des semaines, les effets secondaires deviennent visibles. Ça, les attentes sociales montent, tout comme les inquiétudes sur la capacité institutionnelle à absorber un changement économique aussi rapide. La séquence montre que la découverte n'a pas seulement révélé un gisement. Elle a enclenché une chaîne d'événements où chaque décision amplifie les suivantes, faisant de la vitesse elle-même un facteur de risque ou de stabilité. Avant Songandi, les ressources minières du Burkina Faso occupaient une place secondaire dans les équilibres nationaux. Après la confirmation du gisement, les projections chiffrées déplacent brutalement l'échelle des décisions publiques et deviennent le point d'ancrage de tous les débats. Ce basculement quantitatif transforme une économie de rareté en économie d'abondance théorique, avec des conséquences politiques immédiates. D'abord, un premier indicateur s'impose, et il est spectaculaire. Les analyses évoquent un volume proche de 500 millions de carats sous le volcan Sangandi. À cette échelle, le pays entrerait potentiellement dans le cercle restreint des grands détenteurs mondiaux de diamants. Ce chiffre modifie la perception internationale du Burkina Faso et alimente des attentes économiques inédites, souvent déconnectées des capacités institutionnelles réelles. Ensuite, un deuxième indicateur concerne les finances publiques. Les projections initiales suggèrent que les recettes nationales pourraient être multipliées par 10 en 5 ans si l'exploitation atteint son plein potentiel. Une telle progression ouvrirait des marges budgétaires considérables pour l'éducation, la santé et les infrastructures. Dans le même temps,
Elle exerce une pression politique intense car gérer une expansion aussi rapide exige des mécanismes de contrôle capables d'absorber des flux financiers massifs sans déséquilibre. Enfin, un troisième indicateur introduit d'une contrainte majeure. Les premiers rapports environnementaux évoquent un risque de réduction pouvant atteindre 40 de la biodiversité locale en cas d'exploitation intensive. Cette estimation rappelle que l'abondance économique s'accompagne de coûts écologiques potentiellement irréversibles. Dans un espace sahélien déjà fragilisé par les pressions climatiques, ce paramètre ne peut être relégué qu'au second plan. On peut dire, mais ce prix ensemble, ces trois chiffres structurent l'ensemble du débat public. Ils attirent les investisseurs et renforcent l'intérêt diplomatique, mais ils signalent aussi des lignes de fracture possibles. L'abondance annoncée peut financer des politiques sociales ambitieuses. Elle peut aussi accentuer la capture institutionnelle si les garde-fous échouent. Sur le plan social, les chiffres produisent un effet ambivalent. Dans les centres urbains, la perspective de recettes multipliées nourrit l'espoir d'un changement tangible. Dans les zones proches du volcan, les mêmes projections suscitent des inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et à la redistribution future des bénéfices. Les nombres cessent alors d'être abstraits. Ils deviennent des repères autour desquels se cristallisent la raison, attente et crainte. Sur le plan diplomatique, enfin, ces indicateurs renforcent l'intensité des pressions extérieures. Les propositions d'investissement gagnent en ampleur, souvent accompagnées de clauses techniques susceptibles d'influencer la souveraineté nationale. Et c'est dans ce contexte chiffré que la posture d'Ibrahim Traoré prend toute sa portée. En privilégiant des évaluations approfondies et la transparence contractuelle, il cherche à ralentir l'emballement produit par les projections financières. La lenteur apparente devient ainsi un outil stratégique destiné à empêcher que la dynamique quantitative ne se transforme en spirale incontrôlée. Deux lectures opposées structurent désormais le débat autour de Songandi et chacune mérite d'être entendue pleinement avant toute conclusion hâtive. La première plaide pour une exploitation rapide au nom de l'urgence économique et sociale qui traverse le pays depuis des années. La seconde défend une prudence assumée, fondée sur l'expérience de précédents où l'abondance soudaine a fragilisé les États plutôt que de les renforcer. Les partisans de l'accélération avancent un argument central. Selon eux, le Burkina Faso fait face à une fenêtre historique rare. Des centaines de millions de carats représentent une occasion unique de rompre avec des décennies de contraintes budgétaires. La perspective de recettes nationales multipliées en quelques années est perçue comme un levier capable de financer infrastructures, systèmes de santé, éducation et création d'emplois. Dans cette optique, retarder les décisions reviendrait à diluer l'avantage stratégique et à laisser des acteurs extérieurs influencer le processus de manière informelle. La rapidité serait donc paradoxalement une condition de souveraineté plutôt qu'une menace. La position prudente repose sur un raisonnement tout aussi cohérent. Elle s'appuie sur des précédents bien documentés en Afrique et ailleurs, où des découvertes comparables ont débouché sur instabilité politique, corruption accrue ou fragmentation sociale. Les risques environnementaux identifiés à Songandi renforcent cet argumentaire. Pour ce camp, l'enjeu principal n'est pas l'existence de la richesse, moi ça peut être
la capacité institutionnelle à l'absorber sans se déséquilibrer. Une accélération mal maîtrisée pourrait exposer le pays à des pressions diplomatiques durables et à une perte progressive de contrôle sur ses ressources. La ligne adoptée cherche à maintenir ces deux logiques en tension. Sans nier l'urgence sociale, elle reconnaît que la précipitation peut produire des coûts irréversibles. En instaurant des mécanismes d'évaluation et de transparence, Ibrahim Traoré tente de capter les bénéfices potentiels tout en limitant les dérives observées ailleurs. L'équilibre recherché ne promet pas une trajectoire sans risque, mais il repose sur une idée simple: transformer une richesse soudaine en bénéfice durable exige plus de méthode que de vitesse. À mi-parcours de la séquence Songandi, un glissement discret modifie la lecture dominante. Le débat ne porte plus seulement sur la quantité de diamants ou sur la vitesse d'exploitation, mais sur la capacité de l'État d'imposer notamment son propre rythme face à des attentes qui s'emballent. Ce déplacement est décisif car il transforme une discussion économique en test de gouvernance. Un élément souvent relégué au second plan prend alors du poids. Lors des premières consultations nationales, une majorité de participants exprime son soutien à un contrôle national strict du gisement, à condition que la transparence et la redistribution soient garanties. Ce signal peu spectaculaire change pourtant la dynamique politique. Il montre que l'opinion publique ne se polarise pas uniquement autour de l'urgence financière, mais autour des règles du jeu qui encadreront l'exploitation. Cette bascule renforce la cohérence de la ligne suivie par Ibrahim Traoré. Sa posture méthodique, parfois critiquée pour sa lenteur apparente, trouve ici un point d'appui populaire inattendu. Le débat cesse d'opposer frontalement vitesse et prudence. Il s'ancre dans une exigence collective avancée, mais sans perdre le contrôle. Sur le terrain, notamment à Tour du Volcan, ce changement se traduit par un apaisement relatif. Les habitants perçoivent que leur voix compte dans les arbitrages initiaux. Cette reconnaissance encore fragile agit comme un facteur de stabilité au moment précis où les pressions extérieures atteignent leur intensité maximale. Les conséquences de Songandi se déclinent désormais en effets concrets, distincts selon les acteurs concernés. Une même découverte produit des impacts différenciés, révélant des priorités parfois convergentes, parfois contradictoires, à l'intérieur du pays et au-delà de ses frontières. C'est à ce stade que la promesse abstraite se confronte aux réalités quotidiennes. Pour l'État, l'enjeu est d'abord institutionnel. La perspective de recettes accrues redéfinit les priorités budgétaires et renforce le poids du pouvoir central dans les négociations internationales. Dans le Masronas, le même temps, elle expose les institutions à des pressions inédites liées à la gestion du calendrier, à la publication des contrats et au contrôle des flux financiers. Chaque retard ou chaque opacité devient un test de crédibilité. Dans ce cadre, la ligne suivie par Ibrahim Traoré agit comme un repère visant à préserver la capacité de décision publique face à l'intensification des intérêts extérieurs. Pour les entreprises, les effets sont contrastés. Les acteurs nationaux espèrent une ingénierisation accrue dans les chaînes de valeur, notamment dans la logistique, la construction et les services techniques. Ils perçoivent Zongrandi comme une opportunité de monter en compétences et de création d'emplois indirects. Les multinationales, de leur côté,
voit dans le gisement un actif stratégique majeur. Cette asymétrie crée une tension structurelle, car sans cadre clair, les entreprises locales risquent d'être marginalisées au profit d'acteurs mieux capitalisés et mieux connectés. Pour les ménages, l'impact se lit à travers les attentes quotidiennes. L'idée que des revenus miniers puissent financer écoles, être centres de santé ou infrastructures nourrit un espoir réel, surtout dans les zones urbaines, mais cet espoir reste conditionnel. Dans les régions proches du volcan, les inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et à la redistribution demeurent fortes. La découverte devient ainsi un prisme à travers lequel se projettent à la fois promesses d'amélioration et crainte de nouvelles inégalités. À l'échelle régionale, enfin, Songandi modifie la position du Burkina Faso dans le Sahel. Un pays longtemps perçu comme périphérique gagne en visibilité stratégique. Cette évolution peut renforcer son influence diplomatique et son pouvoir de négociation. Elle comporte aussi un risque de tensions accrues si la gouvernance interne vacille ou si les choix opérés sont perçus comme exclusifs. Les partenaires régionaux observent attentivement la trajectoire engagée, conscients que ces effets peuvent dépasser les frontières nationales. Ces quatre niveaux dessinent une réalité commune. La découverte n'agit pas de manière uniforme. Elle redistribue les équilibres, crée des gagnants potentiels et expose des vulnérabilités existantes. C'est dans l'articulation entre ces effets, plus que dans la valeur brute du gisement, que se joue désormais l'impact réel de Sangandi. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, les dynamiques enclenchées par Sangandi ouvrent trois trajectoires plausibles. Elles reposent sur les mêmes données de départ, mais divergent selon la cohérence des choix politiques, la discipline institutionnelle et la gestion des pressions extérieures. Penser en son scénario euh, permet d'évaluer les risques sans figer l'avenir dans une prédiction unique, dans une trajectoire intermédiaire, souvent jugée la plus probable, l'État engage progressivement des discussions avec un nombre limité d'entreprises minières internationales. Les investissements commencent à affluer, permettant de lancer des projets d'infrastructures et de créer des emplois dans des détecteurs connexes. La souveraineté reste partiellement préservée grâce à des contrats encadrés et à un contrôle étatique du calendrier. Cependant, les pressions diplomatiques demeurent constantes et exigent une vigilance continue pour éviter les concessions excessives. Les bénéfices deviennent visible, mais l'équilibre reste fragile. Dans une trajectoire plus favorable, il faut une discipline institutionnelle élevée, élevée et durable. Le Burkina Faso conserve un contrôle strict sur l'exploitation, sélectionne ses partenaires selon des critères transparents et impose des normes environnementales contraignantes. Les revenus sont prioritairement orientés vers l'éducation, la santé et les infrastructures locales. Des audits réguliers et la participation active de la société civile limitent les dérives. Dans cette trajectoire, Ibrahim Traoré incarne une continuité méthodique, capable de transformer la découverte en référence régionale de gestion maîtrisée des ressources. Cette option promet une stabilité accrue, mais elle exige une constance administrative rare sous pression. À l'inverse,
La trajectoire la plus critique pourrait naître d'un repli excessif. Par souci de souveraineté, l'État privilégie une exploitation quasi exclusivement nationale. Les capacités techniques limitées des sondes ralentissent la mise en valeur du gisement. Les attentes sociales s'accumulent en nation sans retomber d'ordre rapide, nourrissant frustration et tensions internes. Les relations diplomatiques se tendent, réduisant l'accès au financement et aux technologies nécessaires. L'intention protège le principe de contrôle, mais affaiblit la capacité d'action. Ces scénarios ne sont pas des choix figés. Ils rappellent que la variable décisive réside moins dans le modèle adopté que dans la cohérence entre prudence, transparence et d'inclusion. Si ces conditions sont réunies, la trajectoire peut rester maîtrisée malgré l'incertitude. Au-delà des institutions et des projections macroéconomiques, Son Gandhi touche désormais des trajectoires individuelles bien concrètes. C'est à ce niveau que la découverte cesse d'être une affaire d'experts pour devenir une expérience vécue, façonnée par les attentes, les doutes et les souvenirs collectifs. Trois groupes permettent de saisir cette translation entre décision nationale et quotidien. Pour de nombreux ménages, l'annonce du gisement ouvre une perspective longtemps absente. L'idée que des revenus miniers puissent financer durablement des écoles, des centres de santé ou des routes modifie les attentes. Cet espoir certain reste cependant mesuré. Les expériences passées, marquées par des promesses par moi non tenues, ça c'est incitant à une vigilance silencieuse. La question implicite demeure simple. Quand ces richesses se traduiront-elles en amélioration tangible chez les jeunes, majoritaires dans la démographie nationale? Sangandi prend une autre signification. La découverte est perçue comme une opportunité potentielle d'élargir les horizons professionnels. Les discours sur les emplois, les formations techniques et l'entrepreneuriat suscitent un optimisme prudent. Son mécanisme c'est clair d'intégration des compétences locales, cet élan pourrait toutefois se transformer rapidement en désillusion. L'enjeu n'est pas seulement de créer à faveur des postes, mais de rendre l'accès crédible et équitable. L'écran. Les communautés vivant à proximité du volcan occupent une position singulière. Elles se trouvent à la fois au cœur de la promesse et de la vulnérabilité. Les inquiétudes liées aux terres, à l'environnement et aux déplacements potentiels y sont plus vives. Dans le même temps, la consultation précoce et la présence administrative renforcent le sentiment d'être enfin considérées comme des actrices du processus. Cette reconnaissance, encore fragile, joue un rôle stabilisateur déterminant. À travers ces trajectoires, une constante se dégage. L'avenir de Songandi dépendra de la capacité à maintenir un lien crédible entre deux stratégies nationales et vécu quotidien, là où la confiance se construit ou se défait. Transformer Songandi en levier durable plutôt qu'en source de tension suppose une architecture d'action claire, ordonnée dans le temps et lisible pour l'ensemble des acteurs. À partir des éléments disponibles, une feuille de route pragmatique se dessine, fondée sur la méthode plutôt que sur l'annonce. Pour commencer, il faut consolider la commission, son assise nationale, elle doit rassembler d'une institutions publiques, experts indépendants et représentants locaux
avait un mandat explicite de validation technique, sociale et environnementale. Sa mission initiale est de vérifier l'ensemble des études avant toute négociation formelle. La publication régulière de rapports accessibles constitue le premier indicateur de crédibilité. Ensuite, le cadre environnemental doit être posé clairement. Avant l'ouverture du moindre chantier, des normes contraignantes doivent être définies par les autorités compétentes et les scientifiques régionaux. Elles concernent la protection des sols, de l'eau, et de la biodiversité. Le respect strict de ces protocoles, contrôlé par des audits indépendants, devient un critère non négociable de poursuite du projet. Puis vient la sélection des partenaires. L'État identifie un nombre limité d'entreprises capables d'apporter expertise et capacité technique. Une fois le cadre juridique stabilisé, les contrats sont rendus publics et assortis de clauses de souveraineté claires. Leur respect est mesuré par des évaluations régulières et transparentes. Après cela, la répartition des revenus doit être organisée. Les autorités définissent, en concertation avec la société civile, une, une affectation prioritaire vers l'éducation, la santé, les infrastructures et les programmes locaux. Un suivi budgétaire public permet de mesurer l'impact réel de ces choix et surtout, la continuité du dialogue devient centrale. Des consultations régulières anticipent les considérations sociales et ajustent les décisions. Dans cette séquence, la constance méthodique d'Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur visant à transformer une promesse souterraine en bénéfice collectif mesurable. Dans les premiers jours suivant l'annonce, un habitant des environs de Songandi parlait d'une atmosphère suspendue, comme si le pays retenait son souffle. Ce motif traverse encore toute la séquence actuelle, mais il a changé de sens. Il ne s'agit plus seulement d'attendre une décision technique, mais de mesurer ce que cette attente révèle de la trajectoire collective. Le temps devient un espace de choix chargé d'espoir et de crainte entremêlées. Au cœur de cette tension prolongée, Ibrahim Traoré apparaît moins comme une figure de rupture spectaculaire que comme un point de continuité. Sa posture, marquée par la retenue et la méthode, contraste avec l'emballement des projections et des discours extérieurs. Elle traduit un choix implicite, accepter le coût politique de la lenteur pour préserver la cohésion et le contrôle. Cette constance devient un repère dans un environnement saturé de promesses contradictoires. Dans les villages proches du volcan comme dans les centres urbains, une même interrogation circule. Si cette richesse existe réellement, à qui doit-elle profiter en priorité? La question, simple en apparence, agit comme un fil émotionnel. Elle relie inquiétudes locales, attentes sociales et débats institutionnels, rappelant que la valeur de Songandi ne se mesure pas seulement en karatés. La richesse de Songandi dépendra moins des pierres que de l'unité. La découverte de Songandi n'écrit pas seule l'avenir du Burkina Faso. Elle ouvre un espace de responsabilité partagée où institutions, société civile et citoyens ordinaires influencent désormais la trajectoire collective. La richesse annoncée peut devenir un moteur de stabilité ou un facteur de tension selon la vigilance exercée à chaque étape du processus. Cette vigilance ne passe pas nécessairement par des gestes spectaculaires, elle commence par l'information,
par l'attention portée au cadre de gouvernance et par l'exigence de transparence dans les décisions publiques. Elle se prolonge dans la participation aux consultations, dans le suivi des engagements annoncés et dans le refus de la résignation face aux choix complexes. Dans ce contexte, la cohérence affichée par Ibrahim Traoré ne peut produire des effets durables que si elle s'inscrit dans une dynamique collective plus large où le contrôle citoyen accompagne l'action politique. Songandi devient ainsi plus qu'un gisement. Alors, il se transforme en symbole d'un choix et de société où la souveraineté ne se proclame pas, mais se construit dans la durée, par des pratiques ouvertes et contrôlées. Chaque acteur, du riverain au décideur national, détient une part de cette construction. La question demeure alors ouverte. Quelle place souhaitez-vous occuper dans cette trajectoire en devenir?